Nouvelle vidéo aujourd'hui, le troisième épisode des guerres stupides. On commence basiquement en 1815 avec la bataille de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est quoi? Petite ville aux États-Unis. C'est une guerre qui se passe juste après celle de Toulouse. C'est une guerre anglo-américaine débutée en 1812 où les États-Unis vont essayer de récupérer des territoires canadiens appartenant à la couronne anglaise. Les Anglais ont été un peu occupés avec l'abdication de Napoléon en 1814. On l'a vu aussi avec la bataille de Toulouse dans la vidéo précédente sur partie 2 des guerres stupides. Donc le but des Anglais était de prendre, pour la bataille de Nouvelle-Orléans, justement la ville occupée par les Américains. Quand l'assaut est donné contre la ville, il se passe un truc assez pittoresque, peut-on dire. C'est que la paix a été signée 2 semaines après et personne ne le savait. On est dans le même cas de figure que Toulouse, en fait, deux camps qui se battent mais qui ne savent pas justement que la guerre est plus trop nécessaire vis-à-vis de ça, surtout que la couronne était assez occupée par ce qui se passait avec Napoléon. Donc finalement elle s'est dit que la bataille de la Nouvelle-Orléans, j'en ai rien à foutre, il y a plus important ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, en l'occurrence, on pourrait peut-être un peu oublier ça et éviter de fatiguer davantage nos forces à nous. En plus, au-delà de ça, ils n'arrivent pas à prendre la ville et ils perdent, on a au moins 2500 morts dans cette bataille, donc encore un truc stupide, hein, on en est bien là. Surtout qu'on a une autre bataille qui va se dérouler un mois après, donc le 11 février, dans un fort de Bouillères. Et en fait, c'est vraiment, faut avoir vu évidemment la vidéo des guerres stupides numéro 2 par rapport à la bataille de Toulouse, mais c'est la même chose aussi, ce qui se passe là, c'est un épisode 2, c'est quelque chose de très débile, où on aurait pu éviter un paquet de morts s'il y a eu connexion et justement compréhension en fait des deux camps, mis à part vis-à-vis de ce qui se passe avec Napoléon, mais surtout les Anglais étaient très occupés par, autant en Europe comme aux États-Unis. Pour faire simple, cette bataille est vraiment un peu stupide, ça produit juste un paquet de morts pour rien. Bon, effectivement, on a le général Jackson qui tient la ville pour les Américains, donc la ville de Nouvelle-Orléans est gardée, conservée, il n'y a pas de siège qui est réussi, elle est victorieuse, d'autant plus qu'il deviendra ensuite le 7e président des États-Unis. Mais c'est une bataille pas utile du tout, ça fait juste des morts en plus, pour pas grand chose, parce que les Anglais délaissent la chose et puis repartent s'occuper de leurs affaires, notamment en Europe. On les reverra après sur d'autres guerres, une guerre beaucoup plus conne pour le coup aux États-Unis, mais vraiment là sur le coup c'est un épisode idiot de ce qui s'est passé. On est en 1829, c'est la guerre des demoiselles. On est dans le sud de la France, au milieu des Pyrénées, dans le département de l'Ariège. C'est vu un peu comme des petites révoltes, une petite jacquerie. En gros, c'est des départements qui vont commencer à se soulever contre l'État français, va commencer à revendiquer certains territoires en se disant il n'y a pas assez de taxes, il n'y a pas assez de contrôle, le forêt, le bois, le fer, tout ça, il y a moyen qu'on mette un peu plus la main prise dessus. Et dans ces recoins reculés de notre cher domaine français, pas mal de pecno-paysans qui font leur vie tranquille, ne se soucient pas réellement de ce qui se passe avec la couronne, tout ce qui est enjeu politique ou autre. C'est assez récent avec l'abdication de Napoléon. Du coup, ils s'en foutent. Quand ils voient en fait un paquet de troupes françaises arriver pour leur donner des ordres, avoir un contrôle sur le bétail, sur leur parcelle de terre à eux aussi, c'est là que les révoltes vont commencer à avoir lieu. Et ce qui est assez, peut-on dire, drôle durant cette guerre, c'est que c'est des hommes qui vont se déguiser en femmes, notamment avec des vêtements un peu basiques de l'époque, c'est-à-dire des robes, des conneries comme ça, qui seraient un peu surprenants au début, et après ils vont continuer à le faire comme une sorte de stratégie. On a une exploitation du fer qui est présente depuis au moins le Moyen-Âge, et justement les troupes françaises veulent mettre plus de personnel dessus, un contrôle beaucoup plus présent, et l'État d'ailleurs s'intéresse à la forêt. On a un nouveau code forestier en 1928 qui est mis en place par l'administration du roi Charles X, donc c'est pas mal de règles qui sont imposées à des gens qui n'en avaient pas autant, et c'est ça qui va permettre facilement de mettre le feu aux poudres. Par exemple, on a une réglementation qui est très idiote, c'est mettre des clochettes sur les bestiaux pour s'assurer qu'ils ne se goiffrent pas dans des zones interdites, chose qui se faisait déjà avant, et c'est des trucs très stupides qui vont à l'encontre de personnes qui étaient là depuis des générations, certes faisaient partie du royaume français, même après de l'empire de Napoléon, mais de voir autant de gens se déplacer pour eux, je peux comprendre que ça te casse un peu les couilles. Voilà, c'est des bois qui sont comptés, des troupeaux qui vont être surveillés. La première explosion survient un peu dans un village d'altitude nommé Centaine, ouais, des villageois qui s'emparent de titres de propriété détenus dans une église. Et on va avoir pas mal de petits épisodes comme ça où les révoltes vont se faire de part et autre avec des gens
déguisés donc en femmes. Donc ils arrivent, ils ont très peu de fusils, mais ils vont être avec des faux, des bâtons. Ils vont essayer de faire peur, et c'est vrai que les soldats qui sont en face, notamment les gardes forestiers, vont être putain, pourquoi ils sont fringués comme ça, c'est quoi ce bordel? Juste ce côté très différent va leur faire peur, et justement ça va donner le nom à cette dite guerre. On a dans les villages voisins, justement, il y a pas mal de révoltes qui éclatent, à Castillon, à Massa, puis ça se répand en fait dans toute la région, et on va avoir des incendies qui vont être faits dans pas mal d'endroits aussi, justement pour montrer cette opposition face à l'État. On a du vol, on a du pillage, on a du destruction de biens, donc c'est pas rien non plus. Alors pour le coup, ils tuent jamais, mes parents ils humilient et ils donnent des coups. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de meurtre, c'est vraiment dégagé de chez nous. Et justement, ce travestissement devient en fait un symbole et marque complètement cette guerre. Beaucoup de rebelles se joignent à la chose. Le maquillage est très mal fait d'après les écrits qui sont dits. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas parce que au-delà de ça, l'État envoie de ses troupes, des bataillons un peu plus spécialisés contre ce genre de choses, mais on n'a pas vraiment de fin de révolte. C'est pas vraiment des fins de révolte, c'est juste qu'au bout d'un moment, c'était difficile déjà de se nourrir dans ce genre d'endroit, donc géographique. Il y a beaucoup de gens qui émigrent, et la maladie aussi qui attaque, et peu à peu, en fait, les révoltes vont plus avoir lieu, et ça va juste se tasser, quoi. On a aussi la maladie de la pomme de terre, donc vraiment jusqu'en 1840, on va avoir une différence démographique qui va se faire, et automatiquement beaucoup moins de gens présents pour se révolter face à ça, et le but ça va être plus de survivre et d'éviter de crever. Nouvelle guerre du coup, 1838, c'est la guerre du gâteau. La guerre du gâteau, on est où? On est au Mexique. On va s'intéresser à un petit personnage qui est un ressortissant français habitant à Mexico, capitale du Mexique évidemment, qui tient une boulangerie. L'indépendance du Mexique se fait en 1821 et la guerre dont je vous parle est en 1838. Et on s'intéresse au pâtissier Remontel. Remontel qui s'était spécialisé dans les pâtisseries françaises, qui exporte ce qu'il a connu. On a une tension donc dans les années 30 et on a les commerçants qui joignent difficilement les deux bouts. Et en fait pour l'épisode, on a deux soldats qui rentrent dans la boutique et qui se servent un peu en gâteau en mode je viens chercher ton petit croissant, je le tape dedans, puis je m'en fous en fait, je fais clairement ce que je veux. Puis boulanger en mode ça se fait pas trop, genre moyen. Le soldat dit clairement en plus tes pâtisseries sont à chier, t'as rien dedans. Le type précise c'est une pâtisserie française en mode la chouquette, t'as pas réellement de choses dedans, c'est le contenu un peu sucré extérieur qui est bien. Mais là il dit carrément qu'il n'y a pas beaucoup de crème. Précise spécialité française et chouquettes, aussi appelé les pets de nonne, j'ai vu ça. Donc en fait les soldats vont s'énerver en mode comment ça les pets de nonne, tu te fous de la gueule du seigneur ou pas? Le mec pas du tout, c'est le gâteau, la pâtisserie s'appelle comme ça. Il voit sa boutique être saccagée par les gus, et l'artisan qui est habitué ne s'énerve pas, et va voir tranquillement le chef de la police. Et en clair le chef de la police lui dit que c'est pas trop possible, limite faut remonter à l'info, faut que ça aille plus loin avec l'ambassadeur de France. On sort d'indépendance mais il y a un énorme souci d'argent, et en plus le Mexique doit 600 000 pesos à la France. Et c'est de là en fait que va se passer une petite embrouille entre les deux pays. Et c'est marrant de débuter avec une pâtisserie pour ensuite donner le nom à cette guerre, parce qu'il n'y a pas trop de lien à ça, mais c'est comme ça, c'est appelé la guerre du gâteau, limite il fallait trouver un nom. On a une petite histoire, on voit qu'il y a des pâtissiers français au Mexique, c'est déjà la galère avec les commerçants, tout ça, on voit que c'est la D, on va l'appeler la guerre du gâteau. C'est pas fou, il y a un peu mieux. Pour l'histoire, le 29 octobre 1838, on va m'expliquer au moins la guerre, ce qui se passe. On a des navires français qui arrivent devant Veracruz, donc principal le port mexicain sur la côte Caraïbe. Savoir aussi que de l'autre côté, Bustamante, qui est l'homme politique du Mexique qui va faire face justement à ces navires français, totalement contre le remboursement des 600 000 pesos à l'État français. Donc il faut savoir que Veracruz possède aussi un fort, donc il va y avoir une espèce de siège fait par les Français, les Mexicains vont se faire défoncer. Mais avant que ça se passe, on a un ultimatum qui est lancé par l'amiral français, un amiral qui possède certaines caractéristiques physiques. Vous allez comprendre pourquoi, parce que en face, du coup, le général mexicain qui fait face au siège des Français, répond à l'amiral français avec un brazo de honor, en gros il lui fait un énorme bras. Sauf qu'en face, l'amiral français, il est manchot, et le mec avait perdu son bras durant les guerres napoléoniennes. Donc le 27 novembre, l'attaque est lancée par les navires français, ils arrivent à faire le tour pour prendre le fort, ça se fait vraiment mais en 2-2, et ça part assez vite en cacahuète, parce que Veracruz est rapidement conquise, et les Français sont pas là pour rigoler. Ils occupent le fort, et en apprenant un peu que ces soldats mexicains sont fait défoncer, Bustamante s'énerve violemment. Il n'est toujours pas dans l'idée de rendre les 600 000 pesos, évidemment,
à la France. Bustamante appelle un général, Santa Anna, qui a un gros passif, mais là on va pas s'attarder là-dessus parce que bon, clairement on s'en bat les couilles. Il apparaît en mode figure dominante, je vais gérer tout ça et tout. Finalement il gère rien du tout. Les négociations ne sont pas faites. Il y a quand même une tentative forcée en mode on peut encore négocier, vous négociez pas, hop. Il y aura des incendies. Il va y avoir des gros bordels un peu partout, mais globalement, les Mexicains ne répliquent pas. Et au fur et à mesure du temps, c'est vraiment défaite totale pour les soldats de Bustamante, et qui va finalement se calmer et régler la dette. Bustamante va régler donc la dette à l'État français. La fin de la guerre se fait ainsi. Vraiment, c'est très rapide. Et on donne l'idée de cette guerre, ce nom, la guerre du gâteau. Voilà, c'est pas la plus passionnante. Cocorico pour l'action française rapidement. Si, le truc qui est drôle dedans, c'est le petit bras d'honneur fait un mec qui est manchot. Ça, c'est marrant. Ça, les petites guerres comme ça, il y a des petites anecdotes rigolotes. Moi, je suis un peu fan. Il y en a une autre, alors la suivante est réellement plus sympa. 1844, la guerre du mât de drapeau. Là, on est dans la ville de Kororareka, qui se trouve en Nouvelle-Zélande, qui actuellement se nomme Russell. C'est au nord de la Nouvelle-Zélande. Pour faire simple, on a les envahisseurs colons britanniques qui sont installés tranquillement, et en face le peuple indigène, les Maoris, qui sont pas très fanas en fait de ces gars qui viennent d'ailleurs et qui commencent à prendre un peu leur terre. Malgré un traité signé en 1840, donc 4 ans auparavant, les grandes tribus Maoris sont pas très fans de ça. Alors certains Maoris se rallient aux Britanniques, j'imagine grâce à des dons, des cadeaux ou autres. Mais on en a un qui est pas mal. One Eke Pokai, on l'appellera Eke, pour les intimes évidemment, n'a aucune confiance aux colons, mais aucune. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va jouer au jeu du chat et la souris, où tout au plus haut sommet du village, il y a justement le drapeau imposé par les Britanniques sur un mât. On va vraiment dire, c'est à nous, on a géré la chose. Et Eke est un peu en désaccord déjà avec leur présence, mais ce drapeau, ça le fait chier. Du coup, en fait, il va aller couper le mât. Pas une fois, il va le faire un paquet de fois. Et du coup, le drapeau d'Union Jack va être coupé par Eke, donc sur le point culminant de Kororareka. Le 18 juillet 1844, le chef maori voit qu'un nouveau drapeau est fait, du coup il va le couper. À ce moment-là, le gouverneur britannique qui est en place sur cette terre en rigole, il s'amuse, il fait bon, c'est rien de spécial, on va pas commencer à se foutre sur la gueule juste à cause de ça. Hop, une nouvelle fois il revient à Eke, il coupe à nouveau le drapeau, le gouverneur, bon, c'est la vanne peut-être un peu trop. En fait, il continue. Même si, à un moment, le gouverneur anglais met en place des Maoris qui se sont ralliés en mode garde, donc je sais pas si à côté Eke arrive en mode les gars on se connaît, je viens juste couper le truc, on se fout pas sur la gueule, basta. Quoi qu'il arrive, le mât ne tient pas beaucoup, au bout d'un moment on va même mettre une barre de fer, sauf qu'Eke il s'en bat les couilles, il est toujours là pour le casser. Et au bout d'un moment la patience n'est pas trop présente chez le gouverneur britannique, et il va réellement rentrer dans un délire de guerre, d'où la guerre du mât du drapeau. Sauf que c'est absolument ce que veut le chef maori. Le truc encore une fois c'est que les Britanniques sont pas beaucoup, vraiment c'est des centaines d'hommes pratiquement, et en face on est le 11 mars, il y a presque 1 millier d'hommes, tribus indigènes qui arrivent, donc là c'est pas gagné, qui arrivent du sud pour attaquer la ville, sauf que Eke il est pas con, il fait le tour au nord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va péter le drapeau à nouveau. Le mât il va le péter, il va l'enfoncer, pour faire encore tomber le drapeau. Bon, entre temps c'était fortifié, il allait massacrer quelques défenseurs et tout, mais lui il va juste péter son drapeau. Il est dans cette optique de je t'emmerde. La ville est en flammes, les soldats jettent l'éponge, enfin vraiment c'est un désastre total. 1 an plus tard, on a de nouvelles négociations qui rentrent en ligne de compte, et justement des nouvelles promesses sont faites, et Eke est beaucoup plus dans cette optique-là en mode ok, on peut se comprendre. Par contre, il n'y aura aucun drapeau de dressé. Voilà comment se finit cette guerre qui, pour moi, je trouve que les Maoris la gagnent facilement haut la main. Et c'est assez drôle parce que le mec est tellement persistant que finalement il va gagner. Alors il y aura des négociations, je pense que les Britanniques gagnent 1 an après, sur 2-3 termes. Mais lui, tant qu'il n'y a pas le foutu drapeau en haut de la colline, il est très heureux et qu'il s'en bat les couilles du reste. C'est vraiment, je veux pas votre drapeau de merde qui flotte au-dessus de nos terres, quoi. On arrive en 1859, la guerre du cochon. Celle-ci est aussi drôle. Pour le coup, c'est une guerre où il n'y a aucun mort. Peu de recensement qu'on a, évidemment de l'époque, il n'y a pas de mort, excepté une, mais elle n'est pas humaine. Vous allez me dire, putain, c'est dingue, ce serait pas le cochon? Évidemment. Donc le président Buchanan, James Buchanan, président des États-Unis de l'époque, se lève un petit matin, le petit-déj, on est en septembre 1859, bonne humeur, dans ce petit jardin de la Maison Blanche, tranquillement, il regarde son petit journal, et il apprend qu'il est en guerre, son pays est en guerre contre l'Angleterre. Il apprend dans un journal. Je suis presque sûr que t'es censé être le premier au courant, mec. Donc il y a des flottes qui sont prêts à en découdre,
Et en fait, le résultat, ça vient de la mort d'un cochon. Avec la petite image présentée justement ici, en fait on a une île où en fait les Britanniques vont vouloir aussi se partager des terres canadiennes avec le nord des États-Unis à ce moment-là. C'est l'île de San Juan, et un peu partagée par Washington, par la politique de Washington et de Londres en fait. Il n'y a pas réellement quelqu'un qui a la main mise sur cette île. Et dans cette île, il y a un petit fermier, Cutlar, donc venu de l'Ohio, qui se consacre à son petit potager, tout ça. Sauf qu'en face, on a, ce qui deviendra son némésis, un gros cochon appartenant à un Anglais. Et ce gros cochon, il vient plusieurs fois défoncer le potager de notre bon Américain. Ça commence à le saouler. Et un beau jour, il voit que son potager est défoncé, il avait mis une clôture, tout ça, tout s'est fait saccager par le dit porcinet. Cutlar, il pète un peu un câble, il bute le cochon, carrément, il en a ras le cul. L'Anglais riposte, il réclame justement réparation, tout ça. Le truc va s'envenimer violemment, parce que Cutlar va aller voir les généraux américains, où les troupes vont se ramener, les flottes vont se mettre en position, et en fait, petit à petit, tout va se mettre en place sans que le président des États-Unis ne soit au courant. Pourquoi ? Parce que les nouvelles mettent énormément de temps à arriver, et en septembre, il apprend que son pays est en guerre contre la Grande-Bretagne. Donc lui, il va essayer de calmer à mort les choses, et les deux pays vont prendre un arbitrage allemand, et justement, le Kaiser, l'empereur allemand Guillaume II, va finalement prendre position pour les États-Unis. À San Juan, il faut savoir qu'il y a des soldats et tout, ils attendent pendant 13 ans d'avoir la nouvelle, et au bout de 13 ans, justement, l'île va être donnée sous la juridiction de Washington, et donc les États-Unis prennent la souveraineté de l'île en 1872. Alors quand même 13 ans, sachant qu'en fait, l'île va continuer avec, de vivre en fait, ça soit avec ses débauches, ses salles de jeu, ses bordels, tout ça, donc je pense même que les deux camps vont se kiffer aussi en mode, bon, on fait la fête, tout ça, on attend. Et puis voilà, tout ça pour la mort d'un cochon, donc il y a assez bien s'il y a peu de guerre, pas de mort, mais on a failli avoir une confrontation de deux pays sans que un des présidents ne soit au courant de la chose, et ça c'est plutôt complètement débile. On arrive sur la dernière guerre de cette vidéo, 1861, la non-guerre de Callaway. Donc on est aux États-Unis, la guerre de sécession qui fait rage aux États-Unis, donc c'est sudistes contre nordistes, de 1861 à 1865. En gros, c'est des gens racistes contre des gens moins racistes. Callaway, du coup, dépend de l'État du Missouri, faisant partie donc des confédérés à l'uniforme gris, et en face, on a l'union des tuniques bleues, qui veulent en découdre évidemment, pour se foutre sur la gueule. L'avocat Jefferson F. James, qui est citoyen de Callaway, va prendre juste une idée, une solution, l'indépendance. L'indépendance tout simple, en mode, on va pas se foutre sur la gueule, on va lui dire que la localité Callaway proclame du coup sa neutralité en se désolidarisant du Missouri. De ce fait, où l'armée de l'Union, les tuniques bleues, qui sont trop occupés à combattre justement les sudistes, ne se voient pas perdre des troupes inutilement en allant gérer le cas de Callaway. Ils voient qu'ils sont en indépendance, tout ça, bon, c'est pas eux qui vont nous faire chier, dans ce cas-là, le village n'a pas besoin d'être défendu, l'affaire est close. Et c'est pour ça que ça s'appelle une non-guerre de Callaway, parce qu'il y a eu que chi, que dalle. Voilà, vidéo sans doute plus courte encore que la deuxième vidéo sur les guerres stupides. Il va nous en rester encore quelques-unes. Moi, j'ai pas toujours ma préférée, ma guerre préférée qui est dedans, qui est Gigacon pour le coup. On va en avoir aussi certaines plus connues, notamment parce que les sources font qu'on arrive dans notre temps beaucoup plus contemporain, notre temps actuel, donc on a beaucoup plus de détails, et c'est tout aussi intéressant. Petite fin de vidéo où je dis aussi merci du fait que il y a eu pas mal d'abonnés récemment sur la chaîne, même si c'est genre 6 ou 10, moi je suis assez content de voir que ça évolue, c'est assez rigolo. J'ai vu que certaines vidéos avaient pris un peu plus d'ampleur, comme les vidéos sur l'histoire de la pédophilie, ou récemment aussi le doublage sur Gandalf l'Aigri, l'épisode 2. Donc c'est assez plaisant de voir qu'il y a pas mal de vues qui se mettent en place. J'ai vu aussi sur la vidéo de Simone Veil. Bon bref, ça fait plaisir de voir autant de vues. Pour moi, je trouve ça toujours aussi énorme, tant qu'on en est qu'un vue, c'est cool, mais quand ça prend des centaines de vues, c'est assez lourd. Du coup, je m'arrête là, et je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle guerre vous a le plus plu dans cette vidéo. Salut!